L'air, me sembla-t-il, devint alors plus dense, parfumé, selon un encensoir invisible balancé par les séraphins, dont le pied, dans sa chute, tintait sur l'étoffe du parquet. Misérable, m'écriai-je, ton Dieu t'a prêté, il t'a envoyé, par ses anges, le répit. Le répit et le népenthes dans ta mémoire de Lénore. Bois, ô bois, ce doux népenthes, et oublie cette Lénore perdue. Et le corbeau dit, jamais plus! Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle série de contenus. On a parlé beaucoup d'écriture, et maintenant on va parler des scènes. Eh bien, des scènes rôlistes, voilà, tout simplement. Je pense que ça ne t'a pas échappé, que le jeu de rôle est divisé, bon, ça fait 50 ans que le jeu de rôle existe, et il est divisé aujourd'hui en une infinité de chapelles. Il y a vraiment toute une variété, eh bien voilà, de façons de voir notre loisir qui sont très différentes et souvent un peu antagonistes et tout. Et j'aimerais qu'on effeuille un peu cette variété. Et tu me connais, on va plutôt aller plonger eh bien, dans les tréfonds, dans les petits fonds de tiroir quoi, de l'underground rolliste. On va un peu fouiller les poubelles d'Itch.io et compagnie pour te dénicher voilà, des chapelles, des écoles de pensée rôlistes qui vont peut-être un petit peu te surprendre. Aujourd'hui donc, j'ai eu envie de vous parler de romantisme noir. Alors, mais qu'est-ce que c'est le romantisme noir? Euh, eh bien, c'est un genre narratif et une esthétique, en fait, qui me semble parfaitement collée avec ce dont j'ai souvent envie pour Milvaux. Le romantisme noir, c'est pas moi du tout qui l'ai inventé. T'as peut-être déjà entendu parler du romantisme. En fait, le romantisme noir, c'est une variation du romantisme qui va apparaître peu après. Euh, et donc, en fait, le romantisme, c'était avant tout un trip égotique et passionnel. On remettait l'individu au centre, en fait, au centre des choses, un individu, voilà, la figure du poète. Mais c'était aussi une perdition dans les grands espaces, avec notamment la découverte du sentiment océanique. Je te renvoie bien sûr aux peintures de Caspar Friedrich. Je trouve que cette fameuse peinture où tu as t'as un voyageur de dos, les cheveux au vent, qui contemple en fait l'immensité des nuages et des montagnes. Je trouve que c'est pas mal romantisme noir parce qu'on a cette corrélation, si tu veux, du coup, entre l'individu romantique, l'être passionné, et puis donc l'immensité des grands espaces, la suprématie de la nature sauvage et on va dire l'aridité du cosmos aussi un peu. Donc voilà, dès qu'on a cette plongée dans le sentiment océanique, je trouve qu'on dérive du romantisme vers le romantisme noir. Donc Caspar Friedrich est une des figures, quoi. Et je suis obligé de te renvoyer à la vidéo sur la profondeur où on a déjà amplement parlé de cette notion de sentiment océanique, donc là je vais pas m'étendre plus. Le romantisme noir, en fait, c'est une hybridation du genre romantique avec le gothique. euh, et c'est aussi sans doute une modernisation, une exacerbation des thèmes du gothique. Et donc là, on va retrouver l'esthétique exubérante, le morbide, les passions tristes, de plus en plus, tout d'abord avec des choses comme la métempsychose de Théophile Gautier, ou avec la figure de Dracula, du loup-garou, euh, et tout ça va se déployer. On va avoir une dimension de body horror qui va être importante, quoi. Et je dis peut-être des bêtises parce que je l'ai pas vu, mais tu vois, la décadence body horror que tu peux avoir dans Les Crimes du futur de Cronenberg, eh bien, je pense que c'est ce côté body horror, mais mélangé avec la haute société, les sociétés secrètes, tu vois, une esthétique un peu comme ça, sectaire. Évidemment, moi, ça me fait penser au romantisme noir. On va avoir le symphonisme, voilà, cette dimension... euh, orchestrale importante qui va apporter une forme d'aristocratie
au genre narratif, quoi, et qu'on va retrouver aussi bah, dans le black metal symphonique, quoi, cette idée qu'on est décadent, mais de façon stylax. Voilà. Euh, et je pense qu'une bonne partie de ces thèmes sont présents très très fort, notamment dans Inflorenza. Je pense que voilà, Inflorenza, c'est sans doute mon jeu du romantisme noir, mais aussi, ou peut-être même encore surtout, dans La Cour Corbel. La Cour Corbel, c'est un bac à sable où on incarne des invités à la cour des hommes et femmes corbeaux. Et là, bah, ça va être aristocratie, ça va être décadence, ça va être magie noire, danse de salon, petit four et baiser fiévreux dans la noirceur des catacombes, quoi. Donc on est voilà, on est totalement là-dedans. Et dans ma pratique, si tu veux, le romantisme noir, il va s'hybrider, il va se condenser, notamment sous forme de théâtre de la cruauté. Donc le théâtre de la cruauté, c'est une vision du théâtre qu'avait proposé Antonin Artaud dans son livre Le théâtre et son double. Je t'en ai déjà parlé, je t'en reparle, où il y a cette idée que l'art, notamment le théâtre, mais bon, voilà, on peut extrapoler ça au roman ou au jeu de rôle. L'art n'a de valeur que s'il choque, bouleverse, transforme, eh bien, son public. Donc il y a une dimension du choc qui est vraiment importante dans le théâtre de la cruauté. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis très fort dans L'Ordre et le Sauvage, qui est une campagne, voilà, qui a pour objectif principal de choquer la ménagère, de choquer le bourgeois, mais également dans In Forenza Minima. En In Forenza Minima, qui est donc un jeu de rôle pour faire des contes cruels dans l'enfer forestier de Midway. C'est une dimension de contes cruels, vous voyez, donc c'est totalement littéral pour le coup. Et il y a cette idée qu'on peut rien accomplir d'important sans en payer le prix. Le principal et unique système de résolution dans In Forenza Minima, c'est de devoir payer le prix pour accomplir ses rêves, pour accomplir sa quête, pour faire ce qui nous semble important, eh bien, il va y avoir un karma bien dégueulasse à payer, quoi. Donc cette dimension tragique, inéluctable, cruelle, narquoise, évidemment, est très très présente dans Inforenza Minima. Et j'en profite pour dire que Inforenza Minima, je me suis encore rendu compte le dernier jour, c'est en fait totalement mon système par défaut en fait. Quand je joue dans du Milvaux, même si j'utilise un autre jeu, je vais mettre des dilemmes moraux. Et il y a un moment, si tu veux, je vais passer au-dessus du système de résolution et dire non mais là, le système de résolution c'est bien gentil, mais non, mais en fait là, tu as un dilemme moral, tu as un choix cruel à faire et je te permettrai pas forcément de t'en sortir par une pirouette ou par des jets de dés, quoi. Sauf des jets de dés à la Inforenza Minima qui amènent d'une certaine façon aussi, à la Inforenza tout court, qui amènent des dilemmes moraux, parce que dans Inforenza, oui, tu peux, avec un bon jet de dés, tu peux réussir, tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Mais si tu fais une réussite excessive, ben, tu vas cramer ton personnage. Et si tu fais un échec, eh ben, tu vas potentiellement tout perdre, c'est-à-dire être dans une situation pire que ce que le dilemme moral proposait, quoi. Donc à la limite, c'est pour ça que dans l'Ordre et le Sauvage, l'Ordre et le Sauvage, c'est quasiment une campagne pour une Forenza Minima, c'est-à-dire que c'est que des dilemmes moraux, des dilemmes moraux, des dilemmes moraux, quoi. Et je te renvoie évidemment à la vidéo sur les dilemmes. Mais grosso modo, la seule autorisation de chantage de ces dilemmes moraux qu'il y a dans l'Ordre et le Sauvage, c'est d'utiliser le système de dés d'Influenza. Parce que, en fait, en vrai, tu es toujours dans une forme de dilemme moral, avec un petit peu plus de gambling et tout, mais c'est juste qu'on va étalonner un peu plus l'échelle du risque, quoi. Autre sous-genre en fait avec lequel le romantisme noir va s'hybrider dans Milvaux, bah, c'est l'absurde lynchéen. Alors l'absurde lynchéen, c'est quelque chose dont j'ai fait un peu mon beurre dans un jeu non Milvaux qui s'appelle Dragonfly Motel. Il y en a un petit peu aussi dans le témoignage, mais c'est aussi présent dans des jeux de Milvaux et notamment A Cursed Movie in the Deep and Wild. C'est un jeu que je te conseille vraiment de t'y intéresser. Je pense qu'il a été très peu joué et c'est dommage parce que je pense que c'est un jeu réellement puissant. A Cursed Movie in the Deep and Wild, c'est un jeu où en fait on va jouer.
une équipe, plus ou moins, on va jouer une équipe de tournage de cinéma et on va tourner un film maudit. Évidemment, ça va très très mal se passer, ça va certainement pas se passer comme prévu. C'est entre guillemets un hommage aux films qui sont des enfers de production, aux films ratés, aux films malades, aux films maudits, qui sont en fait souvent les meilleurs des films en fait qui sont littéralement hantés, quoi. Et c'est de ça dont A Cursed Movie in the Deep and Wild parle, avec la petite touche Milvaux, parce que en plus, on a une contamination en fait des phénomènes Milvaux dans ce film, quoi, qui va vraiment ajouter une touche surnaturelle, maudite, au film, quoi. Également, autre sous-genre avec lequel le romantisme noir se marie avec délice, et, voire même de façon orgiaque, dans Milvaux, c'est le grotesque. Donc le grotesque ou le grand guignol, le gore, enfin tu vois un peu tout ça. Ça va être extrêmement présent dans C'est la Cante. C'est la Cante, c'est une campagne Milvaux et c'est totalement la campagne de l'outrance, c'est la campagne du jusqu'au boutisme, c'est une campagne que évidemment je ne conseille, je déconseille à beaucoup de gens en fait, parce que c'est une campagne qui va vraiment vraiment très très loin dans ses thèmes, qui va parfois avec dérision, avec autodérision, avec un excès qui fait que c'est drôle, mais qui va souvent aussi beaucoup beaucoup dans un premier degré qui peut être extrêmement déstabilisant. C'est notamment une campagne où on se joue soi-même. C'est pas obligatoire parce qu'il y a plein de sécurité émotionnelle dans ces lacantes et tout, mais si tu y joues, entre guillemets, en mode unsafe, ben, tu te joues toi-même, sachant que le jeu va explorer tes propres traumas et ainsi de suite, ton intimité. Et donc voilà, grosso modo, c'est presque une forme d'apex du romantisme noir, parce que quelque part, le fait de se jouer soi-même, on va retrouver comme ça cette exacerbation de l'ego, de la sensibilité personnelle qui est mise sur la table, qui est offerte, qui est exhibé, qui est partagé, malaxé, bah voilà, on va le retrouver évidemment dans ces lacantes. Et autre aspect, ça te paraîtra peut-être un peu étrange, mais il y a aussi un autre sous-genre que j'aime bien, que j'aime même beaucoup, en fait, c'est le kitchen sink realism. Donc réalité de fond dévié, le kitchen sink realism, eh bien, ce sont des fictions, en fait, euh, presque misérabiliste, en fait, qui s'attarde à décrire le quotidien des personnages sans nous épargner ces aspects les plus anodins ou les plus sordides, avec une attention à des détails qui d'habitude sont toujours ellipsés, tels que voilà, faire la vaisselle, des choses comme ça, la maison qui est sale, en désordre et tout. D'ailleurs, il y a des petits aspects de kitchen sink realism dans ces lacantes. Euh, mais là où le kitchen sink realism dans Milvaux, il va être déployé le plus, c'est dans certains modules de biomasse. Je pense à Enclave, à Errance, Eternal Bivouac. Enfin, grosso modo, les modules qui sont consacrés à la survie, où on a vraiment une précision de détail maniaque. Et bien sûr, c'est quoi la vie dans une enclave, c'est quoi la vie dans un bivouac, quelles sont les petites techniques d'artisanat, quelles sont les petites techniques de survie et tout, et qui justement n'épargnent pas le sordide, loin de là, hein. Et donc on est plongé dans des réalités brutes qui sont souvent également ellipsées dans le jeu de rôle, quoi. Même si le jeu de rôle, c'est vrai, contrairement au roman ou au cinéma, c'est un genre qui, des fois, passe beaucoup de temps sur des choses qui semblent pas intéressantes narrativement, typiquement l'achat d'équipement, tu vois. Donc, il y aura une vidéo sur le RP d'Inet. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais il y en aura une. Donc, on va reparler de ça. Mais voilà, Biomass a décidé de pas du tout faire l'économie de cet aspect-là, et donc on va rentrer en détail sur qu'est-ce qu'il y a dans le fond des boîtes de conserve. Donc, bien sûr, avec tout ça, je suis très conscient de multiplier les manifestes de genre. Après, voilà, je suis un garçon dispersé, je pense que tu l'as deviné. C'est à la fois ce que j'estime être autant ma qualité, mon défaut. Mon aspect est très chaotique. Donc, et donc, parmi les manifestes que j'ai précédemment défendus, il y a eu la profondeur. Donc, il y a eu ce contenu, la profondeur, un nouveau genre narratif.
Il y a eu le jeu de rôle punk, donc il y a eu un contenu là-dessus. Au passage, je suis assez enthousiaste de ce que Com Martin va proposer là, cette année avec Lisa Banana, une trilogie de jeux qui s'appelle la trilogie du punk. Voilà, donc des petits jeux qui vont vraiment mettre la thématique punk très en avant. Donc je pense que vous pouvez foncer, vous pouvez y jouer les yeux fermés, même si ce n'est pas, même si ce n'est pas le jeu de nuit de Guillaume Jantet, mais voilà, je sais pas, vous pouvez y aller les yeux fermés quand même. Également, autre manifeste que je vais te défendre, bah, pas plus tard que dans le prochain contenu, c'est le Void Punk. Le Void Punk, c'est un mouvement qui rassemble les personnes qui, je dirais, se sentent exclues de l'humanité par leur père et qui, au final, vont assumer cette exclusion de l'humanité, vont revendiquer d'être hors de l'humanité. Donc le Void Punk, c'est un genre narratif qui explore les frontières avec l'humain, quoi. Avec de passera pas la frontière, voilà. Donc, je rentre pas plus dans les détails, mais quand j'ai découvert le Void Punk grâce à Kali, j'ai été obligé de reconnaître que c'était une thématique qui me parlait beaucoup, que j'avais certainement pas mal exploré, et que je continuerai à explorer à s'en douter, quoi. Et au tout début de Milvaux, il y a une autre esthétique que j'ai défendue, c'était l'esthétique sludgecore, que ça c'était totalement assumé avec notamment le premier livre Milvaux que je publie, c'était Milvaux sombre. Et donc la tagline de Milvaux sombre, c'était post-apocalyptique, forestier, sludgecore. Donc le sludgecore, en fait, c'est un genre musical qui est une hybridation entre le punk hardcore et le doom metal, pour dire les choses très simplement, quoi, ou une espèce de Black Sabbath, mais qui aurait très 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 mal tourné, quoi. Ça fait vraiment passer Black Sabbath pour de la musique de chambre, hein. Euh, et donc voilà, c'était une esthétique que j'assumais pleinement au départ. Après, ben, j'ai toujours dû me rendre compte que j'étais, peut-être même déjà à cette époque-là, j'étais loin de me contenter d'explorer cette esthétique, que j'allais beaucoup explorer aussi d'autres territoires. Et donc, c'est pour ça que cette étiquette, Sludgecore, elle est apparue sur le premier livre Miliveau, et je m'en suis assez rapidement débarrassé parce que enfin, même si j'assume et j'apprécie toujours l'esthétique Sludgecore, ben, je suis allé voir plein d'autres choses, quoi. Voilà, je suis très infidèle, enfin, narrativement parlant, bien sûr. Et donc voilà, tout ça pour dire que pour Milvaux, il y a une multitude d'inspirations, d'influences esthétiques, musicales. Et ça vient de ma passion pour les jeux fresques. Donc je te renverrai un article que j'ai fait sur les jeux fresques. Les jeux fresques, c'est l'idée d'un monde vivant, d'un monde complexe, un monde tragicomique qui va multiplier les genres narratifs, les scènes. Moi, je t'avouerai que par exemple, j'ai une énorme passion pour La vie, mode d'emploi de Georges Perec, parce que La vie de mode d'emploi, c'est le roman de tous les romans, c'est-à-dire à chaque chapitre, eh bien, Georges Perec s'essaye à un autre genre romanesque. Et en fait, comme il y a quand même une direction artistique commune, il y a quand même des thématiques communes, des liens entre tout ça, le roman se tient en fait. C'est pas juste une collection de vignettes au hasard, c'est pas un recueil de nouvelles du tout. Il y a une cohérence extrême dans la vie mode d'emploi. Et c'est quelque chose qui m'attire en fait, cette idée que on peut se permettre de très largement sauter d'un genre narratif à un autre du moment qu'on a une direction artistique forte, qu'on a une mise en relation des choses et qu'on a des invariants, des fils rouges, quoi. Dans le cas de Milvaux, bah, ce sont les axiomes de Milvaux, quoi. Donc, les axiomes d'un univers, ce sont ces invariants, des choses qui sont toujours vraies et toujours présentes. Par exemple, dans Milvaux, c'est la forêt, c'est la ruine, l'oubli, et patati patata, je te fais pas tout. Cette notion d'axiome, elle est très très importante pour réussir à faire tenir ensemble, en fait, un jeu de rôle ou une œuvre plus globalement qui marierait en fait moult genres narratifs. Donc pour conclure avec tout ça, voilà, le romantisme noir, ça constitue donc pas la seule couleur de Milvaux, c'est simplement une nuance sur une palette. Et bah, c'est une nuance, en fait, là, je suis content. Je pense que je suis un monsieur Jourdain du romantisme noir,
Je pense que au moins depuis une Forenza, c'est vraiment quelque chose que je pratique, dans lequel je me vautre, je me roule avec délectation orgiaque. Euh, bah, je suis content d'avoir mis un nom sur ce genre narratif, d'avoir redécouvert voilà, quelque chose qui existe depuis très longtemps, hein, le terme et tout, et de me le réapproprier quoi, pour comprendre un petit peu plus où est-ce que je vais et où est-ce que je veux vous entraîner. Eh bien, voilà, et on se fait de noirs baisers et on se dit à la prochaine. Normalement, si je suis bien dans mon agenda, on parlera du Void Punk, le genre qui fait disparaître notre identité. Ah!